Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du Big QSO. Et nous continuons notre passionnante conversation avec Sylvain, F4 GKR, président de l'IARU Région 1. Je suis Dimitri, F4 FLH, radioamateur technophile, et avant de poursuivre, je tenais à exprimer ma gratitude envers les nouveaux abonnés qui ont rejoint l'aventure. Votre soutien est essentiel et nous encourage à continuer. Si vous appréciez votre podcast, je vous invite chaleureusement à le partager avec vos amis, vos familles et tous les amateurs qui pourraient être intéressés. Ensemble, nous pouvons faire connaître davantage le monde fascinant du radioamateurisme et promouvoir notre communauté. Nous sommes conscients que nous avons rencontré quelques problèmes au niveau du son et nous vous remercions de votre compréhension. Comme je l'ai mentionné précédemment, si l'un de nos auditeurs maîtrise le domaine, eh bien nous sommes ravis de l'accueillir pour nous aider à améliorer la qualité de notre podcast. Nous faisons de notre mieux toujours pour vous offrir du contenu de qualité malgré les quelques petits désagréments. Plongeons-nous donc à la suite de notre entrevue captivante avec Sylvain F4 GKR, président de l'IARU Région 1, et explorons ensemble les derniers travaux de l'IARU, les avancées passionnantes du monde radioamateurisme. Alors, sortez vos antennes, écoutez attentivement, c'est parti pour le Big QSO. Salut Sylvain, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode un peu particulier, complètement spécial même. 4 GKR donc, qui est avec nous, président du Yaru Région 1, qui nous a fait une super présentation de l'activité déjà du Yaru et puis de toi-même et au précédent épisode. Donc si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à refaire un petit tour sur le premier épisode. Mmh. Et puis avec toi, déjà merci d'être là pour une nouvelle fois. Eh beh, merci Dimitri, merci à tous, d'être avec nous ce soir et avec plaisir. On va revenir un petit peu sur l'IARU, un petit peu plus sur cet épisode-là. Est-ce que Mmh. tu peux nous parler des actions que l'IARU a menées jusqu'à maintenant pour Bah, je la peux promotion radio amateur? je peux prendre des exemples très complets, très concrets pardon, sur, je vais prendre des activités récentes qui permettra aux gens de se projeter sur des choses qui leur parlent directement. Alors par exemple, sur l'aspect défense du spectre, il y a des sujets d'actualité. Il y a le 23 centimètres, le 1200, dont tout le monde a dû entendre parler, puisqu'il y a un sujet, qui est à l'ordre du jour de la conférence mondiale radio, qui sera en 2023, donc qui sera en novembre cette année, qui est un sujet relatif à la coexistence entre le service de radionavigation par satellite, dit GNSS, ou GPS, pour la version américaine, qui est un des systèmes GNSS, et l'activité radioamateur. À l'ordre du jour de cette conférence-là, il y a une discussion, enfin, il a été demandé d'étudier la coexistence, quelles étaient les éventuelles mesures qu'il faudrait prendre pour s'assurer que le service amateur ne gênerait pas le service de radiolocalisation, sachant que les 2 systèmes fonctionnent sur la même fréquence. Donc évidemment, ça pose des problèmes, certains, et donc il y a des discussions et donc sur ces sujets-là, par exemple, l'IRU participe, heu, aux discussions techniques qui ont commencé, il y a 4 ans déjà. Voilà, on arrive, puisque c'est à la fin de l'année que les décisions vont se prendre, donc voilà, on arrive, la dernière ligne droite. Donc chacun aiguise ses munitions, affûte ses armes. Essaye de défendre son beefsteak dessus, mais Ouais, oui, bien sûr. ah, est-ce qu'il y a une possibilité de cohabitation quand même sur cette bande-là? Ouais, déjà techniquement, de quoi on parle? On parle d'un côté des récepteurs qui sont dans les voitures, par exemple, qui sont utilisés pour, estimer la position. Donc ça se base sur des signaux qui sont émis par des satellites, et donc les niveaux de signaux qui sont reçus, par les récepteurs, GNSS ou GPS pour prendre une analogie, pardon, sont très faibles. C'est des signaux qui sont, si on mettait un récepteur super puissant, super sensible, pardon, heu, en fait, on verrait le S-mètre, il bougerait pas, pour rester, trivial. C'est-à-dire que le signal est tellement faible qu'il est en dessous du niveau du bruit. Donc il est indétectable, si ce n'est, avec des algorithmes du calcul, du traitement spécifique. Donc nous, évidemment, avec nos stations qui vont émettre, quelques dizaines de watts, dans des antennes qui ont du gain,
Forcément, si on dirige une parabole qui fait de l'EME sur un véhicule qui est en train de recevoir un signal qui provient d'un satellite, bon bah là, voilà, la messe est dite, hein, et il n'y a pas photo. Il est bien évident que le système amateur arrivera plus fort. C'est une certitude. Maintenant, est-ce Oui, que c'est gênant? Et c'est là qu'on rentre dans un sujet compliqué. C'est-à-dire que le problème, c'est ce qu'il faut se rappeler déjà, c'est que dans les services, dans tout ce qui est radiocommunication, il y a ce qu'on appelle les affectataires, c'est-à-dire les gens qui sont autorisés à utiliser le spectre, pour faire un raccourci simpliste. Et le monde se partage en deux. Il y a les affectataires primaires, ceux qui sont là de plein droit, qui font ce qu'ils veulent, et les autres. Les autres sont ceux qui peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils n'emmerdent pas l'affectataire primaire. Dans la bande 23 cm, les radioamateurs sont secondaires. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas supposés générer d'interférences auprès de l'affectataire primaire, qui est oui, donc le service de radionavigation par satellite. Notre problème, c'est que nous, on est plein de bonne volonté, mais même si on met le squelch au minimum, le satellite, on n'entend pas. Et la voiture qui en écoute, le récepteur GPS qui est dans la voiture, on n'entend pas non plus. Donc on n'a aucun moyen de savoir si quand on va émettre, enfin le listen before transmit, le écouter avant de parler, il sert à rien. Donc en clair, on peut rien faire. Donc savoir si notre signal brouille ou pas, eh ben c'est pas une question simple. Et là-dessus, il y a eu des études qui ont été menées, auxquelles moi j'ai participé directement, des études théoriques, mais ça reste des études théoriques. Donc le fond du débat aujourd'hui, c'est de trouver des modalités où on va chercher en fait à non pas à éliminer les interférences, parce que c'est à part éteindre la radio, il n'y a pas de solution, mais à les réduire autant que possible et à trouver des moyens de coexister. Et c'est là où on discute, et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que certains voudraient qu'il n'y ait plus de radio amateur, mais c'est pas possible, puisque le texte qui a été voté, le texte qui est, enfin, l'ordre du jour de la conférence, donc qui définit le cadre de la discussion, en fait, il précise de façon très claire qu'on ne peut pas conclure à l'exclusion du service amateur dans cette bande. Donc il faut trouver une solution où on reste là, mais où on embête les autres le moins possible. Et donc tout est dans le moins possible, tel que c'est dit. Voilà, c'est là qu'il y a débat. Et donc il y a plusieurs solutions, des solutions qu'on pourrait dire on réduit la puissance. On voit qu'en pratique ça marche pas, parce que réduire la puissance, il faudra la réduire tellement que pour nous ça n'a plus de sens. Ou bien rentrer un peu plus dans le détail technique de comment les services de radionavigation fonctionnent et trouver des modalités de communication pour nous où on gênerait moins. En fait, il y a des solutions, hein. Les premières, c'est de se mettre sur les bords de bande. Euh, C'est-à-dire que la radionavigation, en fait, Galileo, pour prendre l'exemple européen, il est moins sensible, on va dire, sur le haut de la bande qu'au milieu. Il a des filtres, et en pratique, les filtres sur les côtés, ils, ils tolèrent un peu mieux enfin, le système de navigation, il est plus robuste aux signaux amateurs quand ils sont sur les côtés. Donc déjà, on sait que si on se met sur les bords, on gêne moins. Évidemment, si on se met en plein milieu forte puissance, là, on met la pagaille, ça c'est clair. Puis ensuite, ça va dépendre aussi des types de signaux qu'on va émettre. C'est-à-dire qu'entre une porteuse en télégraphie qui est bande étroite et un signal large bande télé, a priori, la télégraphie gêne moins. logique. Voilà, donc en fait, toute la discussion qu'on a en ce moment, c'est quelle puissance, où dans la bande, et quelle largeur de bande. Et donc là, il y a débat. Et les débats, ils traînent. Ils sont enflammés depuis des mois. Et chacun essaye voilà, de préserver ses intérêts. Alors les intérêts des utilisateurs GNSS et de la communauté européenne en particulier, alors, on va pas se mentir 2 minutes, hein, Galiléo, c'est avec nos impôts qu'on l'a payé. Donc il faut quand même être clair. C'est avec nos impôts. Donc nous, Français, enfin les citoyens européens, ils ont payé Galiléo de leur poche. Mais tous les citoyens européens, malheureusement, ne sont pas radioamateurs. Il y en a plein qui ne sont pas radioamateurs du tout et qui s'en foutent. Et ces gens-là, ils ont envie de pouvoir utiliser leur système de navigation dans leur bagnole sans se dire, ah là là, à chaque fois qu'il y a un radioamateur qui émet, la voiture, elle est paumée. Alors oui, Euh, d'un côté, j'aurais tendance à dire oui, effectivement, ça peut poser un souci à ce niveau-là, mais le nombre de radioamateurs et alors, la distance couverte alors, là-dessus, voilà. c'est Et là, minime. on arrive exactement. Alors ça, c'est exactement moi les études que j'ai faites personnellement, parce que j'ai contribué aux études techniques. J'ai besoin des simulations, ce qu'on appelle des simulations de Monte Carlo, c'est-à-dire des simulations statistiques. J'ai fait exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, j'ai dit voilà, euh, on prend le nombre de stations amateurs qu'il y a en vrai. Donc on a des statistiques. Alors on fera une valeur moyenne en Europe, hein, parce que entre les pays, entre l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède, la Norvège, c'est pas les mêmes densités partout. Donc on a une espèce de valeur moyenne. On se met d'accord. On dit voilà, il y a un radioamateur. Donc on a pris 3 cas de figure.
un cas moyen, un cas minimum, un cas maximum. On prend différentes densités de radioamateurs et puis différentes densités de véhicules. Et puis on fait des statistiques, on fait des calculs, on fait des simulations, on dit, ben voilà, je choisis au hasard la position du radioamateur, je choisis au hasard la position de la voiture, ça me donne une distance entre la station amateur et la voiture, et je fais un calcul et je regarde si le niveau de réception il gêne ou pas. Et on a fait ces calculs-là, et donc j'ai fait ces simulations pour des millions de voitures, répétées des centaines de milliers de fois. Et on arrive à des chiffres qui donnent, en fonction de la puissance, de la modulation, de tout un tas de trucs, l'impact. Alors c'est une simulation évidemment, hein, donc toujours les résultats sont à prendre avec des pincettes. Mais on arrive à des chiffres qui sont généralement de l'ordre du pourcent. Du pourcent, c'est-à-dire Voire même, 1% oui, de G? oui. C'est-à-dire que dans le pire des cas, alors dans beaucoup de cas, on est même inférieur à 0,1%. Oui. Alors, oui, mais donc tu pourrais me dire, ouais, c'est négligeable. Pourquoi on s'embête? Oui, sauf que la définition du service de l'affectataire secondaire, c'est ne générer aucune gêne. Ah oui, tout à Donc, fait. donc la question, là où il y a débat, c'est est-ce que 0,001 c'est aucun ou pas? Certains nous disent, oui, mais à partir du moment où c'est un utilisateur qui est gêné, c'est pas possible. Voilà. C'est ce Donc, qu'ils vont essayer de faire pour gagner, pour garder leur beefsteak aussi, hein, de leur chacun côté, défend hein. son intérêt. Voilà. Donc en Eh fait, oui, donc, c'est toute la logique. discussion elle est là. Donc là, il y a. Alors ça veut dire que côté Yaru, on a une équipe de gens qui participent à ces réunions physiquement. Donc par exemple, il y a eu une réunion là, récemment à Genève où il y a les différents États qui participent et des représentants de la rue qui sont là. Et ça, c'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit. Si, la participation aux réunions elle est gratuite. Mais quand la réunion se passe à Genève et que le gars qui vient, il est anglais, eh ben, il rentre pas chez lui le soir, il reste à l'hôtel, Ah bah évidemment. oui. Et il prend l'avion. Donc il va rester 15 jours. Là, les discussions qui auront lieu à Abu Dhabi à la fin de l'année, c'est un mois. Donc c'est un mois d'hôtel pour une délégation de 10 personnes. Et ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Et donc, toutes ces actions-là, il faut bien qu'on les finance. Et le choix qu'a fait l'IARU depuis toujours, et là-dessus c'est un choix qui a été fait il y a un siècle presque, c'est de dire on est indépendant. Donc l'argent qu'on dépense, c'est l'argent de nos membres. Ça veut dire que pour prendre le cas français, chaque adhérent de l'association nationale, l'association qui est membre de l'IARU, par sa cotisation contribue à cet effort. Donc moi je suis membre du REF, si tu es membre du REF, dans ta cotisation annuelle, il y a une petite part, alors qui est de 1 euro et quelques, je ne sais plus exactement, parce que qui est reversé à l'IARU et qui sert à payer ça. Mais ça veut dire que l'IARU, son financement ne provient que des radioamateurs. Il n'y a aucun sponsor, il n'y a aucune donation, il n'y a aucun financement autre que ses membres. Ce qui veut dire qu'on peut dire merde à qui on veut. Pas de subvention d'État ou quoi que ce soit Non, du coup. non. Donc Ok. on est libre de dire zut, comme on veut. On est indépendant. Ouais, non, c'est bien. Moi, alors là, par contre, là, j'étais pas du tout au courant de ça et je trouve que c'est même plutôt, non, c'est parfait. Là, il y a pas Et de doute. ça nous permet, voilà, alors ça a un coût, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, pour te donner un ordre d'idée, le budget qu'on gère sur la région 1, donc sachant que les autres régions font aussi, je vais y revenir, mais bon, en gros, région 1, mon budget annuel, c'est de l'ordre de 200 000 francs suisses, ce qui fait à peu près 200 000 francs. Alors pourquoi Suisse? Parce que le siège de l'association est en Suisse. D'accord. Donc c'est une association de droit suisse, l'IRU, et donc on a un budget annuel d'à peu près 200 000 francs suisses. Et sur ces 200 000 francs suisses, on dépense à peu près 180 000 francs suisses par an. Et une grosse partie de ce budget, c'est les participations aux réunions de l'ITU ou de la CEPT. Parce que c'est la même chose à la CEPT, ou en Afrique, à l'ATU, ou au Moyen-Orient, à la SMG. Voilà. Et donc, c'est des gens qui sont bénévoles. Moi, je suis bénévole, j'ai pas de salaire, mais tous les gens qui contribuent à l'IRU sont bénévoles. Ils font ça sur leur temps libre. Et par contre, leurs frais, alors heureusement, c'est pas eux qui payent de leur poche l'hôtel et l'avion. Voilà, ils vont passer une semaine ou 15 jours ou un mois et leur déplacement est pris en charge par l'association. Mais par contre, ils font ça à titre gratuit. Ok. Voilà. Et c'est grâce à l'argent des adhérents. Donc, en France, ça va être le REF, voilà, qui, sur chaque cotisation, le REF va reverser une partie annuelle et qui va servir à défendre ça. Donc il y a une partie de ce budget qui va servir à défendre le spectre,
et une autre partie de ces financements qui sert à faire ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on a dit dans l'autre épisode sur la promotion et sur des activités de promo, de concours, d'innovation, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Voilà à quoi on dépense notre argent. OK. Voilà. Bon, tant qu'on est dans les choses qui fâchent parce on parle du 23 centimètres ou autre, le 2 mètres n'est pas non plus, «épargné» entre guillemets Ah pour oui, alors partie de temps, oui. puisqu'on a les jeux olympiques qui arrivent, on a des restrictions Ah oui, mais qui alors le 2 mètres, il a pas du tout le même statut. Alors justement, ah juste oui, juste 2 minutes sur le 2 mètres. Autant le 23 centimètres, c'est une bande sur laquelle on a un statut secondaire et où il y a quelqu'un d'autre qui est affectataire de la bande et là, nous, on doit se plier au fait que, bah, on est affectataire secondaire, donc voilà, par définition, on ne doit pas gêner l'affectataire primaire. Le 2 mètres, c'est un cas complètement différent, c'est l'inverse. Le 2 mètres est une bande radioamateur où les radioamateurs sont des affectataires primaires et donc oui, en clair, s'il y a une gêne constatée, dans le cas normal, alors je vais venir sur le cas des jeux olympiques juste après, mais sur le cas général, un radioamateur, qui est gêné par une émission non amateur, il est en droit de se plaindre et demander l'arrêt immédiat des émissions non amateurs. Ça, c'est la règle du règlement des radiocommunications. C'est ce qui différencie le primaire du secondaire. Le primaire, il est en droit d'imposer aux autres sa loi. C'est comme ça. Et donc, si nous, on nous demande de la respecter dans le 23 centimètres, on se fait bien, et je te prie de me croire qu'on l'a fait, y compris auprès de la France, hein, pour le cas des Jeux Olympiques. Et là, le REF a été assez actif sur le sujet, il faut quand même le dire, de gueuler et de dire attendez, stop, 2 minutes, c'est pas la jungle. On veut bien respecter les règles, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Alors après, le cas des Jeux Olympiques. Là, c'est un cas très particulier. C'est que dans tous les pays, il ne faut jamais oublier un truc, c'est que l'État et c'est la loi. I am the law, comme disait je ne sais plus qui. Voilà. Donc à un moment donné, euh, il y a malgré les règlements, malgré tout ce que tu veux, il reste un moment donné où l'État décide et c'est comme ça, pour faire court. Donc il y a des cadres, des, des conditions particulières dans lesquelles l'État est en droit de réquisitionner pour des raisons X, Y ou Z. Alors, dans le cas des Jeux Olympiques, contrairement à ce qui s'est passé en France il y a, je ne sais plus en quelle année c'était, je ne veux pas dire d'annerie, mais il y a longtemps, là, il y a eu des discussions. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé dans la situation cette fois-ci de dire, eh ben, dorénavant, la bande des 2 mètres, par exemple, elle est réquisitionnée et puis vous allez fermer vos gueules et c'est comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des discussions. OK. Cette fois-ci, il y a eu des discussions. Et donc, il y a eu des discussions en particulier sur des sujets très bêtes. C'est que dans la bande des 2 mètres, par exemple, bah, il y a des répéteurs, il y a des relais. Et ces relais, il y a aussi des relais qui sont dans l'espace, qui sont dans des satellites. Et, il y a Oui, tout des, à fait. et donc, on n'est pas tout seul. C'est une bande qui est partagée. Donc, il y a eu plein de discussions. Alors, évidemment, comme toujours, quand on veut, on exige quelque chose de l'autre, on commence par imposer des conditions drastiques, et puis on voit comment l'autre réagit. Donc, c'est toujours le même jeu, hein. On commence par demander beaucoup, et voilà, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas négocier un prix chez quelqu'un, tu commences par demander une remise super forte en espérant avoir une partie. Donc c'est comme ça que ça se passe. Bon, en pratique, voilà, il y a une vraie discussion qui se fait avec la NFR, représente dans le cas présent les intérêts du comité olympique et les intérêts du gouvernement français en l'occurrence. Et voilà, il y a une vraie discussion qui se passe avec eux pour trouver un terrain d'entente. Et donc pour D'accord, trouver donc des il n'y aura pas modalités. d'interruption des relais ou autre dessus. En Alors, tout cas, c'est ce qu'on essaie de garder. moi, je suis pas partisan, je suis pas parti pris directement dans la discussion, donc je suis pas au courant du D'accord. détail. Ce que je peux te dire, par exemple, concrètement, pour lesquels je suis un petit peu au courant des discussions, sur les aspects satellites, par exemple, le spectre, la bande des 2 mètres, il y a des universités en France qui ont des stations de contrôle de satellites. Oui, bien Donc, sûr. et ils ont une obligation légale de pouvoir agir sur leur satellite, parce qu'ils sont responsables du fonctionnement de ce satellite. Donc, par exemple, le LATMOS, l'université de Saint-Quentin, et ils ont une station sol enregistrée pour 2 satellites qu'ils commandent et qui sont actifs dans les bandes 2 mètres. Donc, quelque part, si on leur dit oui, mais juste à côté, il y a le vélodrome, il va y avoir des compétitions olympiques de vélo, donc vous ne pouvez pas les utiliser, ils vont dire mais attendez, là, d'un côté, vous nous imposez de d'avoir un moyen,
à tout instant de contrôler le satellite pour l'arrêter, et de l'autre côté, vous nous interdisez. Donc, évidemment qu'ils ne font pas ça. Donc il y a eu des discussions, il y a eu des accords sur un certain nombre de fréquences pour lesquelles, et de parties du spectre pour lesquelles il n'y aurait pas de changement. Après, dans le détail, c'est en train de se faire. Mais en pratique, il est bien évident qu'on ne va pas nous dire du jour au lendemain, vous arrêtez. Ça n'a pas de sens. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord dessus. Voilà. Mais évidemment, il y a des discussions, et c'est normal. Mais disons, on va dire que cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme il y a. Je crois que c'était dans les années 60. Je ne me rappelle plus à quelle année c'était, les derniers Jeux Olympiques en France, où on a dit, bah, c'est fini, puis c'est tout. Puis vous Après, reviendrez je dans crois 3 mois. que de toute façon, c'est quelque chose qui se fait aussi. Je crois que c'est en Angleterre où ils avaient laissé une partie. Alors je dis Angleterre, mais je crois, hein, Et pour les j'en Jeux suis Olympiques plus de sûr. Londres, oui, Mais effectivement. Oui. Il y a ils eu, avaient laissé pour une compétition de foot une partie de du spectre radio amateur et qui est revenu après, oui, bien bien entendu, sûr. après ce Alors, passage-là, hein. pour être de ce que moi je sais, après je suis pas parti pris directement dans les négociations, donc je ne veux pas raconter d'âneries, c'est sous réserve. Mais de ce que j'en ai compris, d'abord il y a des discussions régulières sur le sujet, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, c'est cantonné au voisinage des sites olympiques et c'est cantonné à la période des Jeux olympiques. Donc Oui, concrètement, c'est pas tout le monde et c'est pas tout le temps. Donc non. voilà. C'est ça. Non, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi de toute façon. Alors ça va nous embêter pendant allez, 3-4 mois dessus, mais après, je pense qu'on a plus intérêt à dire bon bah voilà, on laisse pendant 3-4 mois comme ça, et après on peut redemander autre chose en disant bah là on est cool, voilà, on aimerait ça. Bah, C'est en des fait, négociations voilà. aussi, Alors, ça ouvre des portes vers l'avenir aussi. bah, en fait, c'est un peu. Enfin, bah, après, je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça, qui disent oui, mais c'est nos bandes, il faut pas, etc. J'entends. Mais on ne peut pas d'un côté demander à ce que la loi soit appliquée en disant oui, mais respecter la réglementation et de l'autre côté refuser de jouer le jeu. Quoi. Il y a, à un moment donné, faut être cohérent. Et bon, c'est Non, c'est toujours pareil. mais c'est ça, non, je suis assez d'accord dessus. Et bon, bah, on va voir un peu ce qui va se passer parce qu'on sait qu'on va être bloqué sur le 2 mètres. On sait qu'on va avoir des restrictions plus ou moins locales. Enfin, en tout cas, à zone locale dessus. On va voir maintenant ce que ça va donner et dans l'avenir, hein, ce qu'on va avoir le droit de faire ou pas le droit de faire. Mais je pense qu'il faut se la jouer un petit peu cool là-dessus et tolérant pendant ce laps de temps. C'est juste, voilà, c'est juste temporaire. Et Oui, tant qu'on y est sur les gammes de fréquences allouées, pas allouées à notre activité, et puis après on pourra passer à d'autres discussions dessus. Euh, on entend parler un petit peu du 70 mégas qui est ouvert dans pas mal de pays, entre autres l'Angleterre d'ailleurs. oui. Je crois que Monaco l'a aussi. Il y a plein de pays ou de zones de DXCC pour les chasseurs qui ont le 70 mégas. Quelles sont les ouvertures de cette fréquence-là au niveau Yaru Région 1 et comment les choses vont évoluer alors pour la France, si tu as des échos sur la France, mais pour le reste aussi. Alors, c'est très variable d'un pays à l'autre. Je vais prendre deux exemples complètement extrêmes. Bah, le cas de la France, où en gros il n'y a rien, pour faire court. Oui, Où nous on a accès à 50 mégas, pas beaucoup, un petit peu. Et je vais prendre un cas extrême inverse qui est l'Irlande, où en Irlande, la bande de 30, en gros, ils ont 50 mégas de bande. Ils ont 30 à 80. Voilà. Et c'est amateur, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas compliqué. Oui, oui, voilà. Et il y a une partie où ils sont primaires, ils sont tout seuls, ils font ce qu'ils veulent. Donc deux extrêmes. Alors pourquoi il y a cette situation complètement extrême avec autant de différences? Et ben en fait, alors déjà pour des raisons très bêtes, c'est qui est présent sur les bandes aujourd'hui. Euh, En France, il y a des gens à qui ces bandes sont affectées. Et il y a plein d'utilisateurs dans ces bandes-là. Donc le problème, c'est que pour les données amateurs, il faut les enlever aux autres. Ou alors il faut qu'ils coexistent. Et donc pour que la coexistence soit possible, ça va dépendre de la nature des services qui sont en place. Si c'est des services, si c'est de la. Bah, ça dépend ce que c'est. Alors je n'ai pas le détail en France. Je sais qu'à une époque, il y avait eu des discussions du REF avec l'ARCEP. Je me souviens pas, je ne voudrais pas dire d'ânerie, je me souviens pas comment ça s'était terminé. Je crois qu'à l'époque, je crois qu'il y avait EDF qui avait une affectation, je ne suis pas certain. Mais en pratique, les bandes ne sont pas libres, elles sont utilisées.
Donc la question très conne, c'est qu'à partir du moment où on dit bah maintenant les radioamateurs les ont, bah ok, mais les gens qui y sont, ils vont qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Et ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on fasse migrer les systèmes qui sont en place. Et donc c'est pas neutre. Donc des pays où il n'y avait rien, bah c'est facile, dire je donne le spectre, pas de problème, pas de souci. Mais des pays où il y a déjà des choses, comme chez nous, bah regarde ce qui s'est passé pour 50 mégas, on en parlait la dernière fois. Oui. Bah, il faut que les affectataires présents, qui ont des systèmes déployés opérationnels dans ces bandes, on leur dise d'abord, bah, les gars, à terme, il va falloir que vous partiez. OK, dans combien de temps? Alors, ils demandent des périodes transitoires, donc ça peut être 5 ans, 10 ans. Puis après, il faut qu'ils le fassent. Puis après, voilà. Donc, c'est des choses qui se font sur le long terme. Ok, oui, non, mais Et ça ne sera pas demain qu'on l'aura, ça je le sais, hein, ça après, on le quel sait. est l'état actuel des discussions? J'en ai aucune idée. Je sais pas. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais je sais qu'en France, ces bandes sont utilisées. Oui, oui, je Donc, crois. Je me demande si c'est pas la SNCF, d'ailleurs, encore. je ne sais pas. Je Je sais sais pas. plus. Je sais plus du tout. Mais bon, après, voilà, c'est utilisé et peut-être qu'un jour on les aura, mais c'est vrai que c'est Voilà. intéressant d'avoir un petit peu Et tout donc, ça. si vous gardez en tête l'exemple de l'Irlande, hein, l'Irlande, je dis, c'est 50 mégas de bande. Ils sont, aucun problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça leur fait une belle jambe, ils sont tout seuls. Oui, ils ne doivent pas faire. Finalement, ils sont un peu bloqués dessus. Voilà. Heu, OK, parfait. Ben, on a fini de parler des sujets qui fâchent un petit peu, en tout cas en revendication de fréquence et pour garder nos bandes, puisque c'est quand même un petit peu, le nerf de la guerre. Mais l'IARU, c'est aussi, tu l'as souligné, relativement souvent au dernier épisode, bah, c'est de la promotion, c'est de l'encouragement et c'est pour essayer de récupérer le maximum de futurs radioamateurs. Mhm. Quelle est la place un petit peu des jeunes, des femmes dans ce milieu-là et comment le Yaru encourage. Bon, alors pour les jeunes, on en a parlé un petit peu déjà avant, entre guillemets, mais pour les femmes, parce que bah, mine de rien, on a de plus en plus d'YL sur les ondes, quand même. Ouais. Alors on va aussi, on va pas se mentir, hein, les femmes, il y en a peu dans nos tranches d'âge. Oui, Si on aura des femmes, ce sera dans les nouveaux radioamateurs, dans les jeunes, entre guillemets. Euh, Parce que pour qu'elles viennent, il faut qu'elles se sentent à leur place et qu'elles se sentent pas regardées bizarrement. oui, Euh, et donc là-dessus, en fait, on revient sur un sujet dont on avait déjà parlé un petit peu. Enfin, en France en tout cas, le problème c'est le radio club. C'est-à-dire, imagine 5 minutes une jeune fille qui est intéressée par la technique, qui vient toute seule dans un radio club où il n'y a que des gens qui ont plus de 65 ans, qui sont en train de discuter le bout de gras, ou en train de boire un coup. Juste, je suis désolé de faire, de faire du politiquement incorrect, mais honnêtement, est-ce qu'elle a sa place? Comment elle va se sentir? C'est pas facile. oui. Ça dépend de l'ouverture du radio club en réalité. Alors exactement, exactement, ouais, ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que si c'est un radio club sur lequel il y a déjà des jeunes qui sont présents, je parle pas de gens de 20 ans, hein, je parle de gens plus jeunes, qui ont pas ces vieux réflexes un petit peu machistes qu'on peut avoir quand on est plus âgé, qui sont pas en clair en train de faire des vannes à la con toutes les 5 minutes. Non, mais je suis désolé, faut dire la vérité. Elles se sentiront à leur place. Donc en fait, le problème, c'est toujours pareil, c'est un problème d'attitude, d'ouverture vis-à-vis des autres. Et donc c'est plus facile dans des endroits où il y a déjà des gens plus jeunes. Et là, côté Yaru, nous, ce qu'on essaye de faire, il y a un truc qu'on fait depuis des années, enfin quelques années, c'est qu'on se posait la question de comment est-ce qu'on pouvait, parce que pour que ça change au sens large et que nos associations représentantes, parce que en tant que, tu peux voir l'IRU comme une fédération. C'est-à-dire que nous, nos membres sont des associations. Donc l'IRU n'a pas, en clair, pour prendre l'exemple du REF, l'IRU n'a pas à dire au REF ce qu'il doit faire avec ses adhérents. Le REF fait ce qu'il veut avec ses adhérents. Par contre, nous, ce qu'on va essayer de dire à nos membres, c'est d'être plus ouvert aux jeunes, c'est d'être plus inclusif, c'est d'essayer d'avoir plus de femmes. Et donc pour ça, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait on essaye d'organiser des formations pour former les futurs cadres, entre guillemets, ou les futurs responsables de nos associations. Donc là-dessus, on a des programmes, on fait ça tous les ans, où on a des activités. On va chercher à faire venir des jeunes.
des différents pays, à travailler ensemble et on passe du temps à leur montrer comment, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une association, comment ça marche, association nationale, qu'est-ce que fait l'IARU, et en fait à essayer de les impliquer la gestion de leur association. Donc on essaye de former les gens qui seront les futurs, nos futurs membres, qui seront les futurs élus entre guillemets des associations nationales, s'ils ont envie bien sûr. Et là, on a un taux de femmes énorme. Vraiment, c'est presque moitié-moitié. Pas tout à fait, mais je crois que c'est 40%. Et là, il y Ah a des, oui, et là, il y a beaucoup de femmes. Mais parce qu'elles sont dans un environnement où les gens, ils ont l'habitude. Et puis ils se font pas des vannes à la con. Ils ont pas des vannes sexistes. oh, on pourra plus en faire. Ah bah, je sais pas. Non, mais en fait, enfin, ça commence par là, quoi. C'est toujours pareil, c'est un problème de respect. Ah, mais c'est vrai, mais j'ai vécu ça, enfin j'ai vécu ça, mon YL a vécu ça. Euh, Moi, la mienne, elle m'accompagnait dans différents radioclubs, KGR et le KKD, alors F4 KKD, qui est le radioclub de Guise. Et tout de suite, elle a été mise à sa place normalement, incorporée. Elle C'est bien. s'intéressait un peu à la technique, donc bah voilà, il n'y avait pas d'arrière-pensée ou autre. Elle s'est sentie à l'aise et je pense que ça a contribué effectivement à la faire devenir Bah oui, F4 maintenant, hein, bah bien oui, mais sûr. ouais, enfin, en fait, voilà, il faut rester, c'est toujours la même chose, c'est d'être ouvert aux autres. Oui, Ce qu'on on doit veiller à faire le plus possible. Et c'est que comme ça qu'on peut avoir et des gens plus jeunes et puis des gens de la diversité, qui soient femmes, qui soient handicapés, qui soient voilà, des gens qui sont pas comme tout le monde entre guillemets. Il faut pas faire de ségrégation. tout à fait. Alors bon, je connais déjà un petit peu la réponse, mais il y en a peut-être qui seront peut-être susceptibles de se dire, bah tiens, il y a rue, finalement, ça bouge, ça fait pas mal de choses. J'ai envie de les rejoindre, j'ai envie de les. Mais du coup, c'est une association qui ne prend pas de membres comme ça. Pour ceux qui veulent rejoindre l'IARU, comment ça se passe du coup? Alors, comment ça se passe? Alors, il y a alors d'abord il faut se alors, c'est possible. Il y a 2 façons alors, en pratique. Heu Si quelqu'un souhaite avoir une fonction d'élu, il ne peut être élu que si son association nationale le propose. Moi, par exemple, j'ai été élu président parce que le REF a proposé ma candidature. Moi, en tant qu'individu, je ne peux pas me présenter en disant coucou, j'ai envie d'être président. Je ne peux pas. Je suis pas légitime. C'est-à-dire que je peux être candidat que si mon association nationale me propose comme candidat. Maintenant, il n'y a pas que des fonctions d'élus. Il y a aussi des fonctions de bénévoles simples, on va dire, sur lesquels on a plein d'activités. Alors ça peut être sur des questions techniques, sur la gestion du spectre, ça peut être sur des problématiques de contest, sur des problématiques, enfin, il y a plein de sujets différents. Et là, en fait, les gens peuvent nous rejoindre et nous filer un coup de main. Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on en informe quand même. Enfin, on informe l'association nationale en disant bah, tiens, tel radioamateur euh, nous a souhaité filer un coup de main. Est-ce que vous y voyez pas d'inconvénient? Concrètement, pour être très clair, quelqu'un qui serait en train de passer sa journée à cracher sur l'association nationale, on ne peut pas décemment dire bah, ne pas informer notre adhérent. Et si nos adhérents nous disent ah bah non, ce monsieur-là, il nous pose un problème parce qu'il passe son temps à faire du bashing sur nous, bah, on ne peut pas travailler avec lui. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que C'est- c'est logique. c'est- Bah, disons que dans la mesure où l'argent qu'on a et les fonds qu'on utilise proviennent de nos adhérents, la moindre des choses, c'est que on regarde tous les jours qui au travail. C'est un problème de respect. C'est C'est des un problème de écoutés, ouais. respect. Voilà, c'est un problème de respect. Donc, donc ça veut dire que les bonnes volontés sont les bienvenues. Moi, j'ai coutume de dire que notre problème de fond, c'est pas l'argent, c'est les bonnes volontés. C'est-à-dire que on a malheureusement pas de souci d'argent. Par contre, on a un vrai problème, c'est de bénévoles. Il y en a pas assez. Il y en a trop de boulot. Enfin, moi, à titre perso, et je suis pas le seul, hein, je pense que je passe entre 10 et 20 heures, 10 heures par semaine minimum pour les rues. Minimum. Ouais. Et je suis salarié, j'ai un boulot, je suis pas à la retraite, quoi. Donc, Bienvenue dans le domaine des dirigeants associatifs. voilà. Et donc, bah, ma femme et mon fils, ils aimeraient bien voilà, que je fasse un peu autre chose aussi. Je Et là-dessus, notre problème de fond, c'est on n'a pas assez de, il n'y a pas assez de gens qui contribuent. Ouais, ouais. OK.
D'accord, donc c'est quand même vachement important d'être inscrit, en tout cas au REF, Donc il vaut ou à la mieux, fédération nationale, hein, parce que, bah, voilà, mine de rien, disons heu qu'il vaut mieux être sympathisant. Voilà, il ne faut pas forcément être adhérent, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est franchement contre et qui passe son temps à crier que, si je prends l'exemple du REF, quelqu'un qui passerait son temps à dire que le REF fait n'importe quoi, que c'est des imbéciles, globalement, il n'a pas sa place à l'IRU, c'est clair. OK. Ce qui est un peu logique, alors moi, voilà, on a tous un regard particulier, sur nos fédérations, bien ou pas bien, mais tant qu'on n'est pas à la porte et puis qu'on n'est pas en train de bouger avec eux et de leur dire: «Bon, bah, stop», ou de faire les choses, hein, tout simplement. Exactement. Je suis pas spécialement d'accord avec tout ce qui se passe au REF, loin de là d'ailleurs. Maintenant, je pense que c'est la seule fédération qu'on a, en France. C'est la seule qui nous représente, donc bah, mine de rien, on peut pas, non plus, leur cracher dessus, à ce Alors, niveau-là, mais on peut proposer soit indépendamment, soit avec eux, de dire: «Bah, tiens, voilà, moi j'ai envie de faire comme ça et je pense que d'avoir des résultats dessus et de le faire». alors, C'est pas parce qu'on va faire les choses différemment qu'on va être contre eux, à ce niveau-là, bien sûr que non. alors là-dessus, juste, je vais dire quelques mots à ce sujet, justement, parce que alors, tu as interviewé Fred, alors, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je crois. J'en ai interviewé 2, Fred. Oui, F4, je suis en train de chercher son indicatif. EED. EED, voilà, qui parlait de FRMcom et qui parlait Oui. de l'IRU et de la reconnaissance, enfin, et du moins de l'implication des FRMcom dans l'IRU et de ce qu'on faisait ensemble. Très concrètement, hem, statutairement, l'IRU ne peut pas avoir plus d'une association. Alors ça, c'est historique. Dans ces statuts, il y a un représentant par pays. Il y a une Oui. association nationale. Alors, dans certains cas de figure, ça pose pas de problème parce qu'il y a des endroits où il y a une asso nationale qui est super active, qui représente 99,9% des radioamateurs et donc tout va bien. Puis il y a des pays où c'est pas le cas. Il y a des endroits où l'association, je vais prendre un cas extrême inverse, on a le cas en ce moment d'une association en Europe où c'est un gars tout seul, l'association historique, qui fait rien du tout. Et puis il y a une autre association qui représente beaucoup de radioamateurs, qui fait beaucoup de choses, mais pas de bol, c'est les deuxièmes. Et les deuxièmes nous disent: ouais, mais nous, en fait, on fait vraiment le boulot, on est vraiment actifs dans notre communauté radioamateur, on est vraiment impliqués. Et celui que vous reconnaissez comme étant l'association radioamateur historique, bah, elle fait rien. Et c'est vrai, factuellement, elle fait rien. Bah, ça, c'est un truc que moi, j'essaye de changer. C'est-à-dire, ce que j'essaye de changer, je ne peux pas changer la Constitution tout seul, j'ai pas le droit. C'est-à-dire que si on disait qu'il fallait 2 représentants par pays, bah, ça supposerait que toutes les associations votent. Et alors là, enfin, c'est pas à l'ordre du jour du tout. En revanche, moi, je milite pour que nos membres soient légitimes. C'est-à-dire qu'ils soient représentatifs. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que quelqu'un qui profite du système IRU en disant moi je représente les radioamateurs, le soit pour de vrai, soit actif. Et on essaye de faire la même chose dans la communauté. Donc on essaye d'être inclusif au sens où bah, quand il y a une bonne entente, quand il y a plusieurs associations, plusieurs organismes qui représentent une communauté et qui s'entendent bien entre eux, qu'il n'y a pas de conflit ouvert, eh bien on va chercher à être ouvert au dialogue avec tout le monde. Si je prends l'exemple français, le REF ne s'occupe pas des questions de communication d'urgence. C'est la FNRASEC. Oui, tout à fait. Donc il y a une répartition. Donc de fait, on a. Alors, il y a un membre qui est le REF parce que c'est statutaire, on va dire. En plus, le REF est un membre fondateur de l'IRU. Donc évidemment, le REF a sa place. Ça ne se discute pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire on s'interdit pas de parler avec les autres. Parce qu'il y a de bonnes relations entre le REF et d'autres associations. Donc quand il y a des bonnes relations, il n'y a aucune raison de ne pas être inclusif et pas être ouvert. On en Bien revient, sûr. c'est exactement pareil que tu parlais pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour les individuels, pour une personne qui voudrait rejoindre. On essaye de promouvoir le fait qu'on est, en fait, bon, pour faire court, on est une trop petite communauté pour perdre de l'énergie à s'engueuler. Ah, c'est clair. On n'est pas assez nombreux. Donc on n'a pas les moyens des luttes fratricides. Donc comme on n'a pas ces moyens-là, eh ben, il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Donc évidemment, ça suppose que les gens se respectent un minimum. Si déjà ils ne s'entendent pas, c'est pas possible. Mais à partir du moment où il y a un, un- on va dire, un respect et une reconnaissance que l'autre il peut avoir des choses à dire, il est le bienvenu.
Fred parlait de FRMcom, et ben on le fait déjà dans les communications d'urgence. On cherche à tisser des liens avec toutes les associations, quelles qu'elles soient. Et on essaye de faire la même chose avec les associations radioamateurs. À partir du moment où elles respectent et où elles sont responsables, entre guillemets. Voilà. bien sûr. Où elles ont une attitude responsable. Et ça tombe bien que tu me parles un petit peu de communication d'urgence parce que le Yaru a aussi comment je pourrais dire ça, une valeur ajoutée dedans, hein. Vous faites aussi de la enfin, vous participez aux organisations des communications d'urgence. Ça marche comment un peu? Qu'est-ce qui se passe au niveau Yaru Alors, pour tous ces systèmes-là et comment ça fonctionne? Vas-y. là-dessus, il y a déjà pourquoi on fait. Déjà, quelle est la raison? En fait, dans une des raisons pour lesquelles les radioamateurs ont accès au spectre, pour des raisons historiquement, hein, c'est aussi pour ce support qui est apporté en cas de situation d'urgence. Alors, c'est pas vrai dans tous les pays, ça n'a pas la même incidence dans tous les pays. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, il y a des catastrophes naturelles importantes et que bah, c'est bien pratique d'avoir les radioamateurs. Bon, c'est le cas dans d'autres pays, c'est le cas en Afrique par exemple aussi, où il peut y avoir besoin, dans certaines situations, de moyens de communication alternatifs. Et à ce titre-là, les organisations radioamateurs sont impliquées dans des commissions internationales sur tout ce qui va être communication d'urgence. Donc, par exemple, à l'ITU, il y a un groupe qui s'occupe de communication d'urgence où l'IARU siège et participe aux discussions. Donc on essaye c'est ce que je disais dans l'autre épisode sur notre valeur ajoutée, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on donne en retour à la société en échange des ondes, du spectre auquel on accède gratuitement. On a du spectre gratuit, qu'est-ce qu'on donne en échange? Ce qu'on donne en échange, eh ben, c'est des moyens humains qui sont mobilisables en cas de situation d'urgence. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Alors c'est de moins en moins facile, parce que en face de nous, on a des professionnels, hein, des gens qui disent ouais mais les gars vous êtes gentils, mais nos systèmes ils tombent jamais en panne. Voilà, on a des opérateurs qui nous disent, des équipementiers qui disent ouais mais c'est pas vrai, nous, nos systèmes ils marchent tout le temps. Bon, Oui, alors, bon, oui, c'est ça, hein, je suis d'accord, hein. c'est ce que là, si tu vas discuter de système d'urgence, si tu travailles chez Free ou tu travailles avec des opérateurs en France, tu leur dis voilà, nous on a un système d'urgence, ils te font un grand sourire, ils disent oui, mais nos systèmes ne tombent jamais en panne. Donc on n'a pas besoin de vous. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'abord un discours positif et en disant que les communications d'urgence, oui, ça sert dans les cas d'urgence, mais ça ne sert pas que à ça. Ça sert aussi à créer alors je cherche le mot français, je suis désolé, créer de la compétence, créer de la compétence et de coordination et d'interaction entre les gens. C'est-à-dire que dans des situations de crise, les communications, c'est un des aspects. Mais ce n'est pas que l'aspect principal. Il y a les secours, il y a tout ce qui va autour. Il y a tout ce qui est fonctionnement en réseau organisé d'assistance. Et ça, c'est sur des choses sur lesquelles donc, on va essayer, nous, d'organiser, d'animer cette communauté de gens qui ont une capacité à intervenir dans des situations extraordinaires. Donc l'IARU, ce que va faire, c'est qu'on va chercher, enfin ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de coordonner, ou du moins de maintenir un réseau de gens qui se connaissent, qui échangent entre eux et qui partagent des bonnes pratiques. Donc par exemple, on va animer régulièrement des échanges entre les coordinateurs ou les responsables des activités d'urgence de différents pays, pour faire des exercices communs, pour partager des bonnes pratiques. Comment tu as fait dans telle situation? Et il y a eu la Turquie, par exemple, il y a eu des tremblements de terre en Turquie. Là-dessus, tout de suite, on a proposé, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Est-ce qu'on peut partager des choses avec vous? Les gens n'ont pas forcément besoin de nous, mais on essaie de maintenir un lien. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de maintenir de la proximité avec des gens et de partager des choses. Et là-dessus, ça nous permet, à l'ITU, aussi de montrer qu'on va contribuer sur des études, on va contribuer sur des sujets de discussion, sur des bonnes pratiques, sur des partages de connaissances. Donc, je dirais que notre rôle, il est à la fin, c'est pas les gens de la rue qui vont les réaliser, les communications d'urgence. En France, ça va être les ADRASEC, ça va être les gens du terrain. Et c'est pas des gens de la rue qui font ça. C'est des gens qui sont formés techniquement pour le faire. Par Oui, contre, ce qu'on va nous essayer de faire, c'est de faire en sorte que ces gens-là, ils aient des échanges avec leurs voisins, en Belgique, en Angleterre, en Afrique, en Espagne, pour tout simplement se connaître et partager des trucs. Parce que oui, on, coordonner des opérations ou coordonner des systèmes de communication, par exemple. exactement, ouais, exactement. C'est-à-dire, dans telle situation, comment tu as fait?
Eh ben moi j'ai fait comme ça. Ah, c'est pas con, j'avais pas pensé. Voilà. Et c'est quand on est confronté au problème qu'on innove. Donc c'est en échangeant avec les autres qu'on déjà qu'on s'entraîne et puis qu'on apprend. Donc Oui. on essaye de faire ça. Donc on a un groupe qui est coordonné par Greg G0Dub, qui est très très bon sur le sujet, sur ces sujets-là. Et surtout alors il est très bon parce il écoute tout le monde et il sait faire en sorte que la mayonnaise elle prenne bien. Et c'est en ça Ça, qu'il c'est est. essentiel. Et voilà, je dirais que notre rôle, il se limite à ça. Il se limite à faire en sorte que la mayonnaise, elle prenne. Voilà, et c'est ce que fait C'est Greg. déjà énorme. Et voilà. Et donc, c'est notre activité principale sur les opérations, enfin, la communication d'urgence, c'est de l'animation, c'est de faire en sorte que les réseaux nationaux se parlent et se connaissent. Voilà ce qu'on essaie de faire. Ok. Ah bah écoute, c'est énorme déjà. Ça permet d'avoir une belle coordination vis-à-vis des autres pays, une bonne communication et surtout une entente en travers. Alors là, en plus, c'est des associations, on va dire, d'urgence, de secours. Mais si on arrive à faire ça également sur toutes les autres associations de la région, alors quand je dis région, hein, c'est la région 1 de l'IARU, c'est énorme. Et ça permet de pouvoir avancer. Alors, tu vois, alors, juste un exemple, là, on est en train de discuter d'un accord de collaboration avec l'ATU, donc c'est l'African Telecommunication Union, donc c'est l'organisation africaine qui gère la régulation du spectre, comme en Europe c'est la CEPT. Bah, il y a Oui, l'équivalent de la CEPT en Afrique, qui s'appelle l'ATU. Et un des axes de collaboration avec eux, c'est justement les communications d'urgence. Parce qu'il y a une problématique dans certains pays, certains États d'Afrique, sur non pas la mise en œuvre des communications d'urgence, mais la prise en compte de ces questions et sur la capacité à entraîner des gens, de sensibiliser des gens sur ces questions. Et là-dessus, on est en train de travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on peut aider, euh, comment est-ce que l'IARU peut apporter de la formation, par son réseau de radioamateurs, trouver des gens qui pourraient, dans ces pays-là, filer un coup de main. Parce que c'est un moyen détourné, en fait. Tu touches une communauté de gens qui ont des compétences techniques qui ne sont pas forcément. Dans un pays dans lequel il n'y a pas d'organisation de sécurité organisée, de secours organisé, et ben, notre action peut être quelque part de trouver ces gens-là et de les inciter à s'organiser et de créer une structure associative qui fasse ça. Et ça, certains États en ont besoin. ah oui, oui, ah ben, totalement. Mais alors oui, effectivement, dans certains États, effectivement là, mais pour en revenir sur la France, par exemple, ou juste la France, ou même les autres pays, effectivement, on a besoin de nos ADRASEC, on a besoin de nos réseaux d'urgence comme FRMcom ou autres qui œuvrent sur quelque chose de complètement différent de l'ADRASEC, hein, soit dit en passant, hein, mais c'est une vraie valeur ajoutée. Hein, je reviens simplement sur l'électricité de l'hiver dernier où on était tous en train de paniquer parce que nos antennes relais étaient capables de tenir simplement, allez, je crois que c'était 2 heures. 2 heures, enfin 2 heures. Ouais, ouais. 20 minutes, 2 heures ou 20 minutes, je sais plus, d'autonomie et que tout le monde se posait des questions pour savoir comment ils allaient faire pour pouvoir appeler les urgences, même si effectivement on n'appelle pas les urgences tous les jours non plus. Mmh, mmh, tout à fait. Donc on a une pierre à jouer là-dedans Alors, dessus oui. et c'est pour notre valeur. Alors, on a effectivement il y a des choses à faire. Maintenant, il faut qu'on soit modeste et il faut pas qu'on. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pareil avec nos gros sabots et dire ouais, mais les gars, on va vous montrer comment on fait, nous on sait. Parce que ça, c'est un discours qui passe pas du tout vers les professionnels, quoi. Ah ben carrément. Les gens qui sont opérateurs de téléphonie mobile, si on est avec nos gros sabots, on dit attendez, on va vous expliquer la vie. Généralement, ils font un grand sourire et puis ils disent bon, allez les gars, vous rentrez chez vous, vous allez jouer avec vos billets et puis vous reviendrez, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Voilà, donc c'est là où il faut la jouer fine. Tout Euh, à fait. Pour terminer un petit peu cette super interview, alors on m'avait dit que tu étais bavard et oui, tu l'es, mais c'est génial. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les perspectives pour l'avenir de l'IARU là à l'heure actuelle? Comment tu vois l'avenir dessus et comment je vais te faire un petit peu d'humour. Alors, en 2025, les rues va fêter ses 100 ans. Oui, On est une vieille madame. Il se trouve que, alors, je ne sais pas si je serai encore président en 2025, c'est pas moi qui décidera, les élections c'est dans quelques mois. Avec le REF, on a en tête de faire un truc sympa en France, puisque l'IAE a été créé à Paris en 1925. Donc en 2025, on va fêter le centenaire à Paris.
Et ce qui serait bien, c'est qu'on fête les 200 ans aussi. Alors moi, je serai pas là, hein, ça, j'en ai aucun doute. Mais de quoi on aurait envie dans 100, un peu plus de 100 ans? Et en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour que la radio soit encore là dans 100 ans? Et je pense que la seule chose qu'on peut faire, alors, à quoi ça ressemblera la technique dans un siècle? Aucune idée. J'en sais rien. Par contre, ce qui serait bien, c'est que les gens ils aient envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils aient envie de se parler, qu'ils aient envie de partager des trucs et qu'ils aient envie d'expérimenter. Donc, si on est capable de maintenir cette envie, l'expérimentation, la technique, et ben, dans 100 ans, il y aura encore des gens pour casser les bonbons des administrations, pour garder un peu de spectre. Si tant est que la radio sert encore dans un siècle. Ça sera encore là, t'inquiète pas, j'en suis sûr et Voilà. certain. Et on sera là toujours. On Voilà. sera plus nombreux. Donc le plus important, c'est de maintenir la curiosité, de maintenir l'envie d'apprendre et l'envie d'expérimenter. Le reste, ouais, ça suivra tout seul. Donc moi, je suis C'est pas inquiet. Voilà, je suis pas inquiet. Je pense que les gens, ils sont curieux. Pardon. Les gens, ils sont curieux de nature, donc ils continueront à être curieux. Ce qu'il faut juste, c'est leur montrer que, ils peuvent donner libre cours à cette curiosité et expérimenter des trucs et que, il y a un des domaines, c'est la radio, et qu'on peut aussi bricoler un transceiver tout seul, qu'on peut aussi faire du QRP avec des bouts de ficelle, avec de la récup. Ça peut servir et qu'on peut faire des trucs très sympas. Et évidemment, on peut aussi acheter sur étagère avec sa carte bleue sur un super magasin un poste joli qui clignote avec des beaux boutons. Oui, sans problème. Et on peut aussi le fabriquer et c'est aussi très fun. Ou de faire une antenne avec un bout de fil. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à montrer que ça, c'est fun. Et si on est capable de faire ça, on aura, je pense, toujours des gens qui auront envie de faire de la radio dans un siècle. Si ce n'est que ce sera peut-être de la radio gravitationnelle. J'en sais rien. Voilà. Donc je suis pas pessimiste. Je pense que la curiosité est quelque chose, est un défaut humain. Donc Ah oui, oui, un bon défaut en plus. voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'on devienne parfait et plus curieux du tout. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on passe cette petite transition difficile où on s'est endormi un peu sur nos lauriers, on a oublié que on n'était pas éternel et qu'il fallait renouveler nos rangs, quoi. Oui, ça c'est vrai et j'en doute pas, hein. N'oublie pas le défi, hein, 20 000 radioamateurs. 20 000, voilà. Alors 20 20 000 000, dans 10 ans. Allez, 20 000, ça marche. tu me parles d'élection là comme ça. Le président C'est de moi. Yahoo, Oui. il est ouais, c'est toi. Élu pendant combien de temps? Alors normalement, c'est 3 ans. Sauf que moi, c'est que 2 parce que le mandat de mon prédécesseur a fait 4 ans au lieu de 3 à cause du Covid. Donc on en avait discuté tous les 2 et il m'a dit: «Écoute, voilà», et donc on a fait ça comme ça. Donc lui, OK. il a fait 4 et moi j'ai fait 2. Sinon il fallait Renouvelable du coup? renouvelable une fois. Alors Renouvelable une fois. une fois, et ça, c'est un truc très bien. C'est pas possible, je pourrais plus me représenter après, je vais au placard. OK. Et Tu te représentes? là, je me représente, mais je pourrais plus me représenter après, ce sera la dernière fois. OK. Eh Ça veut ben dire que écoute, ce sera forcément un autre après moi, et ça, c'est bien. on a hâte d'avoir les résultats, de voir si tu es réélu, s'il y a du monde aussi, Ouais, ouais, qui moi j'aimerais bien que je sois pas le seul candidat, ça serait quand même cool. ah bah, oui, oui, oui. Voilà. Non pas qu'on ne veut pas comme président, mais effectivement, Non, non. l'engouement est là, dessus. Et dernière petite question qui est quand même très important pour nous, comment on peut suivre ton activité à toi? Parce que c'est bien beau de suivre l'actualité Alors du président du Yarum et tout, mais bien sûr à la fin on mettra les petits liens nécessaires, pour tout. Mais comment on peut suivre ton activité? Sur quoi? Comment et tout? alors j'ai un blog, que j'ai pas mis à jour depuis longtemps, donc si il est toujours référencé sur Google, mais j'ai plus rien mis depuis que je bosse, enfin depuis que j'ai monté ma boîte, donc j'ai plus le temps. Donc il est pas à jour. Le seul moyen d'avoir des infos à peu près à jour, c'est mon compte Twitter, heu, que je sur lequel je gueule régulièrement, et où je ne m'exprime pas qu'au nom de la rue. Sinon le compte pour ce qui est de la rue, le compte, Twitter de la rue. OK. Voilà, mais Pas de Facebook? mon compte pardon? Pas de Facebook du coup? Non. OK. Mastodon ou autre, tu as jamais essayé? Alors mon problème, c'est que mes journées ne font que 24 heures et non, non, voilà, et en fait non, j'ai le problème, c'est que tu vois, ouais, et je suis papa d'un petit garçon, et je suis responsable d'une PME, et voilà, j'ai juste que j'ai plus le temps, en fait. Le problème, il est Ouais, là. bah, c'est ça, mais ça, le temps, ça manque à tout le monde. En tout cas, moi, je te remercie et je pense que tout le monde te remercie pour le temps que tu nous as consacré Avec pour ces plaisir. 2 épisodes. Alors, en préparant l'interview, j'étais sûr
que ça allait dépasser les 40-50 minutes. Et ben non, on a pu faire 2 épisodes de 50 minutes, voire même dépasser les 2 fois 50 minutes. Effectivement, t'es bavard, mais c'est pour notre plus grand plaisir et tu nous as appris plein de choses en tout Eh cas ben, autour de merci, merci. l'IARU et de l'activité, de la promotion de notre activité par la suite. Eh ben, merci à toi. Merci de donner l'opportunité d'expliquer un peu ce qu'on fait et de Oh démystifier ben, la chose. Voilà. avec grand plaisir et tu reviens quand tu veux. Oh, d'accord, c'est noté. Pour les 19 000. Pour les 19 000, voilà, Paris, Paris. Merci 73 à toi. Merci beaucoup et bonne continuation à ce super projet de podcast. C'est une très bonne idée. Faut pas lâcher. Je compte pas. Allez, Voilà. 73. 73.